Très bonne journée à tous. Voici nos sujets pour aujourd'hui. Face à l'hyperactivité de leur enfant, les parents sont soumis à rude épreuve entre le trouble de l'enfant d'un côté et le jugement de l'entourage de l'autre. Comment tout simplement souffler? On en parle aujourd'hui. Ensuite, nous nous occuperons de la mémoire des plus petits, comment la stimuler et maximiser son potentiel. Après l'exercice mental, l'exercice physique. Atman testera pour nous un cours de danse perché sur des kangoo jumps. Et enfin, le point santé. Manger sans gluten, est-ce que c'est possible? On vous dit tout ce matin. Bienvenue sur Médien TV dans On se dit tout. À tout de suite. Et un beau plateau féminin pour vous recevoir ce matin. Je ne le fais pas exprès. Souvent, on me dit, est-ce que tu fais exprès d'inviter surtout des femmes dans l'émission? Pas du tout, mais voilà, en tout cas, les choses se font naturellement. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir pour faire cette émission ensemble. Rita Alami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Baha Rabia, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Et Stéphanie Francom, neuropsychologue. Merci beaucoup. L'histoire de la mémoire, c'est vous. Après cette émission, nos enfants apprendront mieux leur poésie, leur table de multiplication. Et nous, en tant que parents, on sera beaucoup plus tranquilles. C'est une promesse. On essaiera. On essaiera, parfait. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Rita Alami, vous avez la lourde tâche aujourd'hui de déculpabiliser les parents d'enfants hyperactifs. Nous allons voir tout ça en détail avec vous tout de suite. Et c'est vrai qu'on parle très souvent de l'hyperactivité, de l'enfant, de ce trouble, de sa souffrance à lui, et on s'intéresse rarement aux parents. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de honte derrière. Un parent n'est pas supposé se plaindre et un parent n'est pas supposé, on va le dire de façon crue, en avoir marre. Mais ces parents d'enfants hyperactifs sont parfois fatigués, ils n'en peuvent plus de gérer l'hyperactivité de leur enfant. Et justement, sans tabou, on va essayer d'en parler avec vous dans un petit moment, mais d'abord, on va prendre l'explication d'un expert par rapport à cette question d'hyperactivité, redéfinir qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs. À tout de suite. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant est un syndrome qui est constitué par l'association de troubles de l'attention et d'une hyperactivité-impulsivité. Alors, le trouble de l'attention, qui est une faible capacité à se concentrer, à se fixer sur une tâche, à organiser puis à finir son travail. À l'école, ces enfants sont agités et remuants. L'impulsivité, qui est une difficulté à respecter les règles ou le cadre, le respect du tour de parole, le respect du tour de jeu, et cette impulsivité peut des fois aller jusqu'à l'agressivité. Ce trouble faisait partie des troubles du comportement. Actuellement, il fait partie des troubles neurodéveloppementaux, ce qui veut dire qu'il n'est en aucun cas en relation avec un manque d'éducation, un manque de limites ou de règles. Les parents d'enfants hyperactifs sont en souffrance car ils ont des difficultés à gérer et à contrôler leurs enfants. Ils sont également confrontés aux regards et aux critiques des autres. Je voudrais préciser que ce trouble n'est en aucun cas le résultat d'une mauvaise éducation ou d'une attitude trop permissive de la part des parents. Ces derniers doivent s'informer pour mieux comprendre cette pathologie, ce qui leur permettra de mieux gérer leurs enfants au quotidien. Les parents d'enfants hyperactifs doivent déculpabiliser et se donner le droit de souffler et de prendre du temps pour eux. L'information et la sensibilisation devraient concerner également les enseignants avec qui l'enfant scolarisé passe la majorité de sa journée. Alors, on le voit bien, Rita Alami, l'hyperactivité est un trouble de l'activité, justement. Il y a trop d'activité chez ces enfants. Est-ce qu'en cabinet, en toute intimité, en toute confiance, les parents se livrent à vous? Oui, tout à fait. C'est même du quotidien, justement, que de recevoir des parents d'enfants hyperactifs qui sont épuisés, pour ne pas dire souvent en épuisement, en burn-out et même en dépression. Il y a beaucoup de culpabilité parce que souvent on diagnostique ces enfants par moments assez tardivement en fait. Et entre-temps, c'est-à-dire le avant-diagnostic fait qu'on va culpabiliser, on va se culpabiliser les uns les autres. C'est-à-dire que peut-être, des fois, on a des papas qui vont dire à la maman, tu n'as pas su donner une éducation à ton enfant. La maman dit oui, mais parce que toi, tu n'es pas
suffisamment présent à la maison. Donc souvent, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a aussi l'image sociale. Les parents souffrent parce que ces enfants-là, quand ils commencent à sortir en famille, ne serait-ce que chez les plus proches, chez les grands-parents par exemple, eh ben, souvent, par exemple, si c'est un petit garçon, ça va être celui qui va bouger le plus, celui qui n'aura peut-être pas la notion de danger, celui qui sera souvent dans aller au-delà des limites, celui qui va fatiguer tout l'entourage. Et donc, il y a aussi le regard qu'on porte souvent sur la maman, parce que, bon, on a tendance à culpabiliser les mamans, comme étant celle qui n'a pas su poser un cadre, celle qui n'a pas su donc donner une éducation à cet enfant-là. Et on comprend rarement que ce n'est pas un problème d'éducation. C'est un trouble, en fait, qui fait qu'au-delà du fait que c'est un symptôme, c'est aussi un dérèglement au niveau de la dopamine, de la noradrénaline dans le cerveau. Et c'est ça qui fait que les enfants qui sont réellement avec un trouble déficitaire de l'attention qu'on nomme TDAH, parce que ce sont ceux-là les vrais enfants hyperactifs, quand on les traite et qu'ils sont bien suivis, eh bien, ils vont mieux, ils sont beaucoup plus calmes. Il ne faut pas imaginer non plus qu'ils sont endormis pour les parents, mais ils sont beaucoup plus adaptés sur le plan social et sur le plan de la motricité. La confusion à laquelle il faudrait faire attention, c'est qu'aujourd'hui, on colle ce terme-là d'hyperactivité à tout enfant qui bouge. C'est ça. Et c'est là où il faut faire attention. Il y a l'enfant hyperactif qui a un TDAH, là c'est un trouble, hein, et il y a l'enfant qui bouge beaucoup. D'accord. L'enfant, il a besoin de bouger. Qui est très enfant. Et là, qui est très enfant. Et là, justement, on retourne pour expliquer aux parents qu'un enfant, si vous avez un enfant qui passe toute la journée à l'école, donc 7-8 heures, et il rentre le soir et il bouge, ce n'est pas un enfant hyperactif, c'est tout simplement un enfant qui joue, qui a besoin de se décharger. Mais ces parents-là, parce que c'est de eux qu'on s'occupe aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin, qu'est-ce qu'ils vous disent? On est fatigué, on n'en peut plus, mais à qui on va le confier? Personne ne peut prendre soin de lui, ne serait-ce qu'une journée pour qu'on se repose? Alors, ce que j'entends beaucoup dans le cabinet, et c'est très souvent accompagné de pleurs, de larmes, etc. De culpabilité, peut-être? Beaucoup de culpabilité, surtout les mamans, c'est j'en peux plus. Si je savais que c'était ça, les enfants, j'en aurais pas fait. C'est épuisant, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je dis il parce qu'il y a un peu plus de garçons que de filles. Ils bougent trop, c'est insupportable. Voilà, il y a vraiment un épuisement. Et surtout un sentiment d'être complètement incompris et incomprise. C'est-à-dire que la maman vous dit « moi j'ai l'impression que personne ne me comprend ». Parce qu'on est tout le temps à me dire c'est ta faute, dis à ton fils, donne-lui une fessée, frappe-le, il va se calmer, il va falloir être un peu plus sévère avec lui. Donc en fait, on donne on va dire des outils qui sont mauvais en fait et qui ne résoudront en réelle hyperactivité, mais ça met quand même les parents dans une situation où ils sont très anxieux et souvent beaucoup de pression épuisés. Sur les parents, beaucoup de culpabilité. Alors ces parents, et surtout la maman, comment peuvent-ils respirer? Oui, et un dernier petit point aussi, pression sur les parents, mais aussi il y a la pression de l'école. Oui. Et celle-là, elle démarre très tôt, c'est-à-dire qu'un enfant hyperactif, tout de suite en petite section, il commence à beaucoup bouger, donc, et tout de suite les plaintes commencent. Donc souvent les parents, c'est ça qui les épuise, c'est qu'on se plaint, l'école appelle les parents, on se plaint, à la maison on se plaint, la famille se plaint. Donc c'est quand même un environnement qui est extrêmement fatigant pour les parents et ça se conçoit tout à fait. Rapidement, quand même, les écoles devraient être aujourd'hui sensibilisées de l'existence de ce trouble de l'hyperactivité et pourtant elles continuent à entre guillemets embêter les parents? Alors, je vais vous dire, il y a la théorie et il y a la réalité. C'est ça. En théorie, oui, ils sont sensibilisés. Les enseignants sont sensibilisés. Ils savent ce que c'est que l'hyperactivité. Pas tous, mais pour la plupart d'entre eux. Mais la réalité aussi, c'est qu'on a des classes avec 24, 25, 30, si ce n'est pas 40 enfants. Et un enfant hyperactif est un enfant qui bouge tout le temps. Donc, non seulement il perturbe l'enseignante, mais il perturbe aussi tous les enfants de la classe. Et il fait, des fois, certains font le clown, ils embêtent les autres, parce que bon, ils sont tellement dans le mouvement qu'il faut qu'ils fassent des choses. Au bout d'un moment, c'est aussi une difficulté de gestion. Donc, la difficulté de l'école, c'est qu'on a des parents qui ne veulent pas prendre en charge l'enfant. Ils vous disent, il va grandir et ça va s'arranger tout seul. Et ils jettent, pas tous, hein, je parle bien d'une partie des parents, ils remettent toute la difficulté de l'enfant sur l'école. Oui. Ce que j'entends, c'est la maîtresse n'est pas bien, elle ne sait pas le cadrer, ce n'est pas une bonne école, etc. Alors que la difficulté, elle émane de l'enfant. Alors, dans ce cas-là, ces parents, on a planté le décor pendant pratiquement toute la durée de l'interview. Comment ils peuvent respirer, ces parents? Alors, première des choses, il faut prendre en charge l'enfant.
Et ça, c'est un travail de pédopsychiatre, de psychologue clinicien, de neuropsychologue, de psychomotricité. C'est d'abord une prise en charge. Un enfant qui n'est pas pris en charge continuera de bouger et continuera de fatiguer les parents. Ça, c'est la base. Deuxième des choses, il faut déculpabiliser, il faut comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec l'éducation et surtout avec le fait d'être une mauvaise mère, chose qu'on entend assez souvent. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et il faut aussi que la maman, enfin je dis la maman parce qu'elle est souvent dans une relation assez proche avec l'enfant, puisse prendre du temps pour elle. Il n'y a pas que l'enfant et qu'elle puisse aussi donner du temps aux autres enfants. Donc il faut aussi des moments pour les parents. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant hyperactif qu'on va être H24 aussi à vouloir lui surcharger le programme. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Il est hyperactif, donc on va le mettre dans le sport. Alors, le sport, ça devient 2-3 activités tous les jours. Il faut fatiguer l'enfant, comme ça, quand il va rentrer le soir, il ne va pas bouger. Mais en fait, ça ne marche pas. Il continue quand même de bouger. C'est bien de faire du sport, évidemment. C'est excellent même. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre la difficulté. Il faut une prise en charge. Il faut aider l'enfant pour que lui aussi puisse se retrouver dans l'environnement scolaire, familial et par conséquent être beaucoup plus serein et les parents beaucoup plus sereins aussi. Donc c'est la prise en charge en fait qui soulage les parents. C'est la prise en charge, le fait de déculpabiliser, de comprendre que ce ne sont pas eux les fautifs, d'accord, et aussi le fait de se donner du temps et de ne pas être trop pointueux sur le comportement de l'enfant. C'est-à-dire de ne pas passer sa journée à dire à l'enfant « tu es méchant, tu bouges sans arrêt, tu es mal élevé, tu es… » Parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envenime la situation et on commence à avoir une relation très conflictuelle avec les petits qui sont hyperactifs, qui finissent par s'identifier justement à cette image de l'enfant qui bouge. Et qui le reste. Et qui le reste. Et qui le reste. Rita Alami, merci beaucoup. Alors, on a des questions de téléspectateurs. On a… un papa qui nous dit comment faire la différence entre un enfant plein d'énergie et un enfant hyperactif. Oui, c'est une très belle question. Alors un enfant plein d'énergie, c'est un enfant qui bouge, qui bouge beaucoup, mais qui sait et qui arrive surtout par moments à se cantonner. C'est-à-dire que quand il est en classe et quand il comprend qu'à ce moment-là, il ne peut pas bouger parce qu'il y a une maîtresse et qu'il y a des règles, il arrive à rester assis. C'est un enfant aussi qui n'est pas forcément dans l'hyperactivité dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'il sera hyperactif qu'à l'école et pas à la maison. Un enfant TDAH qui est réellement hyperactif, il est hyperactif partout, dans le milieu scolaire, familial, partout, tout le temps, il bouge tout le temps. Donc la différence, elle est là-dedans, c'est dans l'excès en fait. Une maman cette fois-ci qui nous dit « Mon enfant vient d'être diagnostiqué hyperactif, est-ce grave pour son futur développement ?» Ah non, mais pas du tout, c'est pas du tout grave. La chance qu'il a, c'est que justement, il a été diagnostiqué, donc ça veut dire qu'il sera pris en charge. L'hyperactivité n'a jamais empêché un enfant de réussir sur le plan scolaire. Maintenant, il faut quand même savoir qu'un tiers des enfants TDAH ont des difficultés scolaires. Mais c'est souvent parce qu'ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas compris et surtout qu'ils ne sont pas, si vous voulez, encadrés à l'école. Parce que quand on a posé un diagnostic comme ça, eh bien, il faut aller voir les enseignants, le psychologue doit rencontrer les enseignants et le corps pédagogique pour leur donner des recommandations par rapport à la manière de se comporter avec l'enfant en classe. L'enfant n'a pas besoin d'un enseignement spécifique ? Non. Ce n'est pas un enseignement spécifique. C'est certaines choses comme le mettre devant, l'éloigner des distracteurs, le stimuler par les différentes voies sensorielles, auditives, etc. Enfin, c'est des petits outils comme ça que les enseignants arrivent à mettre en place assez facilement. Est-ce qu'il y a un traitement médical pour ces enfants ? Est-ce qu'on donne des médicaments ? Oui, les pédopsychiatres donnent, il y a divers traitements. C'est autorisé au Maroc ? Oui, c'est autorisé au Maroc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce diagnostic-là, souvent, il n'est pas posé par une seule personne, ou en tout cas, il ne devrait pas l'être. Il faudrait un bilan neuropsychologique, et Stéphanie, peut-être qu'elle vous en parlera. Il faut un bilan psycho-affectif, parce qu'on peut avoir un enfant qui bouge beaucoup parce qu'il est anxieux. Il n'a pas de TDAH, ou en dépression. Aussi, il va beaucoup bouger. Donc, il faut un bilan complet, neuropsychologique, psycho-affectif. Il faut aussi une consultation et un suivi chez le pédopsychiatre. Et par moment, comme la plupart des enfants TDAH ont une comorbidité avec des troubles 10, dyslexie, dysorthographie, etc., il est préférable d'avoir un bilan orthophonique et psychomote. Là, on a fait le tour sur le plan du langage, de la motricité, de l'intelligence. Tout ce qui est médical, c'est très, très important. Et là, on peut poser un diagnostic et démarrer une prise en charge. Donc, il faut vraiment faire attention à ce diagnostic-là. Alors, rapidement, est-ce que, justement, je vous pose la question, Stéphanie aussi, mais rapidement, est-ce que ça fait peur aux parents de donner un médicament contre l'hyperactivité à leur enfant ? Donc effectivement, les parents ont extrêmement peur en fait, de la mise en place du traitement. Donc ce qu'il leur a expliqué, c'est une fois que le diagnostic a été
posée par une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un protocole de prise en charge. Dans un premier temps, en fait, on va privilégier tout ce qui est non médicamenteux, en sachant que par la suite, quand le traitement est introduit, c'est un des traitements qui est le plus efficace pour gérer en fait tout ce qui va être trouble attentionnel et agitation. Donc ça donne de bons résultats. Après, il faut effectivement que ce soit suivi rigoureusement par le pédopsychiatre pour voir effectivement s'il n'y a pas d'effet secondaire, si le médicament est toléré, le dosage, etc. Mais notre rôle aussi, c'est de donner aux parents une idée de, on commence par les non médicamenteuses, ensuite on passe aux médicaments si c'est nécessaire, mais dans tous les cas, en fait, il y a ce qu'on appelle une prise en charge globale et des résultats pour l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, pour qui cette technique fonctionne, c'est un enfant qui pourra être plus calme une fois qu'il sera en classe, qui pourra apprendre, mémoriser. Et des parents plus sereins. Aussi, et des parents plus sereins, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Et je voulais rajouter, en fait, c'est que c'est pas toute sa vie en fait qui va porter ces médicaments. C'est peut-être pendant une période, parce qu'on dit que les troubles en fait s'estompent plus ou moins à l'adolescence, ou peuvent parfois, dans certains cas, durer aussi à l'âge adulte, mais c'est une durée déterminée en fait. C'est presque une maladie de l'enfance en quelque sorte. Une maladie, pardon, c'est pas une maladie. Vous êtes contre l'appellation de pathologie, c'est un trouble. Oui, on dit un trouble. Un trouble, voilà. Mesdames, merci beaucoup. Merci pour le complément, Stéphanie. On reste ensemble et on vous retrouve tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de booster la mémoire des enfants face aux, allez, on va dire, les choses basiques. Poésie, table de multiplication, etc. On aimerait bien qu'ils soient parfois un peu plus performants. Alors, est-ce qu'on peut optimiser, maximiser la puissance de la mémoire ? On voit ça avec vous tout de suite. Stéphanie Francom, vous êtes neuropsychologue. Je ne vous ai pas remercié, Rita. Pardon, Rita Alami, psychologue, psychothérapeute. Merci pour ce sujet, mais on continue l'émission ensemble. Stéphanie Francom, avec vous, nous allons essayer de voir comment on peut maximiser le potentiel de la mémoire. Mais d'abord, il faut comprendre comment elle fonctionne, cette mémoire. On regarde. Dès son plus jeune âge, le nourrisson réagit aux sons et aux voix, notamment celle de sa mère qu'il a entendue lorsqu'il était dans son ventre et qu'il reconnaît. Le processus de mémoire s'enclenche. Il existe 3 types de mémoire. Tout d'abord, la mémoire à court terme, qui est la petite mémoire qui permet de stocker des informations temporairement. Toutes les informations du quotidien de l'enfant passent obligatoirement par cette mémoire. L'enfant peut retenir entre 5 et 7 éléments. Au-delà, retenir devient très difficile. Puis, la mémoire de travail qui va traiter ces informations en les analysant et en les associant à d'autres idées. C'est comme un centre de digestion qui va permettre à l'enfant d'exploiter l'information. Enfin, la mémoire à long terme va stocker, enregistrer et organiser les savoirs, les compétences et les souvenirs de l'enfant. Elle va donc lui permettre de récupérer l'information, puis de la restituer. Les études ont démontré que les enfants retiennent 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient, 80% de ce qu'ils arrivent à expliquer, 90% de ce qu'ils écrivent, dessinent ou fabriquent après avoir bien regardé en exemple. Pour conclure, plus la mémoire est enrichie comme la terre, plus les connaissances s'enracinent comme les plantes. Alors, nous savons comment la mémoire fonctionne. Maintenant, est-ce que nous avons les clés pour la stimuler, Stéphanie Francom? Oui, en fait, comme l'a décrit le reportage, il y a plusieurs types de mémoire. Et quand notamment on est face à un apprentissage, vous parliez tout à l'heure de poésie ou bien de table de multiplication, la difficulté, en fait, ça va être de faire passer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Donc, une des techniques qui est souvent utilisée, qu'on a souvent entendue, c'est la fameuse répétition. Mais en ce qui concerne les tables de multiplication, ça ne fonctionne pas forcément. Pour les tables de multiplication, en fait, ce qu'il faut essayer de se donner, par exemple, ce sont des méthodes mnémotechniques. Donc, par exemple, vous avez la table de 1 et de 2 qui va être facile, la table de 5 qui va être facile parce que ça se termine par 0 ou par 5. Après, pour les autres tables, en fait, comme la 6 et la 7, ce qui est préconisé, ce qui est beaucoup utilisé, notamment chez les enfants en difficulté, c'est d'essayer d'imaginer une scène avec les chiffres qui composent la table de multiplication, de dessiner. Et en fait, l'enfant va avoir une sorte d'image visuelle du résultat. Une petite histoire qui se raconte avec les chiffres et du coup, le résultat va être automatique. Ok, on peut mettre ça en image pour nos téléspectateurs?
On prend la table de 7 par exemple. Oui, on va prendre, voilà. On prend la 7 ou on prend la 2 parce que on prend la 1 parce que c'est la plus facile. On prend laquelle et on la met en histoire. J'avais la 7 x 9 en fait. Donc en fait, on imagine par exemple que le 7 est un plongeoir et que le 9 est un petit personnage sur le plongeoir. Donc quand le 9 tombe, il vient à l'envers et devient un 6. Et il se fait 2 bosses, et les 2 bosses sont un 3. Donc ça fait 7 x 9, 63. C'est ça que j'essayais en fait d'expliquer. Après, pour ce qui est de l'ordre de la poésie... Mais donc, en fait, il faut mettre en scène. Oui, c'est ça, donner des images, parce que ça parle beaucoup aux enfants. Et au-delà de ça, de mettre en scène, c'est aussi encodé par différents sens. C'est-à-dire, je vais le dire à voix haute, je vais le regarder avec mes yeux. Voilà, enfin... Toutes ces modalités qui vont permettre en fait à ce que la trace mnésique de l'information soit plus importante et plus réactivée. Donc en fait, apprendre, réapprendre, c'est pas aussi efficace qu'imager l'information à retenir. Ça fonctionne mieux quand c'est imagé en fait pour les enfants. C'est les techniques qu'utilisent par exemple, vous voyez les personnes qui sont très fortes en calcul. Oui. C'est des techniques qu'elles visualisent. Oui, voilà. Pour eux, les chiffres ne sont pas forcément des chiffres, mais ça peut être des personnages ou des choses de ce genre. Est-ce que là, je voulais juste en revenir par rapport à la poésie. Bon, avant de parler de la poésie, donc je voudrais par exemple parler de ce que les cours voilà, normaux, enfin, je veux dire une leçon d'histoire, etc. Donc, pour que l'information soit bien mémorisée, il faut se rendre compte qu'il y a une sorte de parcours de l'information. En premier lieu, donc, vous avez les capacités attentionnelles qui sont mobilisées au moment où le cours est posé. Il faut que l'enfant puisse être en mesure de se dire « moi j'ai compris ceci, par contre je n'ai pas compris cela ». Parce qu'une information voilà, qui n'a pas été comprise va être difficilement mémorisable. Après, effectivement, donc, on retravaille son cours et c'est de la relecture petit à petit. Plutôt que de privilégier un moment long où je vais apprendre ma leçon, je vais privilégier des moments courts où j'apprends peut-être une partie, puis une autre, que je répète au fur et à mesure du temps. Ok. Que je répète en image aussi, en l'imageant On peut l'imager. Vous avez en fait le mind mapping, en fait, où on image, où on met, voilà, c'est des sortes de cartes mentales avec des flèches, avec des idées principales. Il faut que de toute façon, ces informations-là aient un sens. Parce qu'une information qui a un sens est plus facilement mémorisée et, on va dire, récupérée. Hein. Donc l'apprentissage par cœur est aujourd'hui désuet, démodé Ça dépend pourquoi, en fait. En fait, il faut s'imaginer que quand on va apprendre par cœur, c'est par rapport au type d'examen qu'on va avoir. Vous voyez, si par exemple il s'agit effectivement d'un QCM et là on va être obligé d'apprendre par cœur. Donc on se dit, voilà, je vais apprendre de telle façon, je vais essayer peut-être de me faire des cartes mentales, je vais essayer d'imager les choses, je vais essayer aussi de ce qu'on appelle la classification, la catégorisation, c'est-à-dire que, par exemple, si je mets sur une planche différentes images, ces images, elles seront plus facilement mémorisées si je leur donne des catégories. Par exemple, j'ai vu, je ne sais pas, des fruits ou des moyens de transport, plutôt que de les avoir les unes indépendamment des autres. Souvent, ces cartes mentales, je parle des anciennes générations, on se les est développées seules, au fur et à mesure, parce qu'il fallait trouver des alternatives pour bien restituer ensuite l'information. Aujourd'hui, ce sont des techniques c'est largement que l'on utilisé. peut donner concrètement aux enfants. Oui. Donc ça se travaille avec les enfants, on leur explique que voilà, l'information elle est telle, qu'ils vont eux dégager les idées principales, mettre de la couleur, mettre du dessin, pour que c'est une sorte de résumé en fait de leur cours qui va leur permettre peut-être de réussir plus ou moins l'examen par la suite. Voilà, le fait de passer par l'image, de raconter une histoire, de mettre des couleurs, facilite énormément en fait, la récupération par la suite en mémoire. Parce qu'en fait, dans le fonctionnement de la mémoire, on l'a un petit peu expliqué, donc vous avez la phase d'encodage, je prends les informations, la phase de stockage, je les mets dans ma boîte d'informations, la phase de récupération, il faut que j'aille récupérer dans cette boîte l'information qui m'est nécessaire à ce moment précis. Donc en fait, quand on dit booster sa mémoire, c'est la mémoire à long terme. Certainement, parce que c'est celle qui est la plus utilisée, notamment dans les examens ou pour les souvenirs, parce qu'en fait, tout ce qui est mémoire de travail, c'est tout ce qui va être répétition. La répétition fonctionne pour la mémoire de travail, la répétition fonctionne pour la mémoire à court terme, mais n'est pas suffisante pour la mémoire à long terme. Justement, Baha Rabia, vous avez des enfants. Est-ce que par rapport aux devoirs, aux apprentissages,
Elles viennent vous demander, maman, comment je peux faire, j'arrive pas à retenir. Justement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, oui, et d'intérêt, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis concernée en tant que maman, que parfois, on est pressé par le temps, il faut vraiment répéter, et on se rend compte effectivement que, par exemple, ma fille, ça ne lui permet pas de garder ça en mémoire longtemps. Par contre, c'est vrai que là, je retrouve une manière que j'utilise avec ma fille, c'est de lui dire « trouve ta logique à toi ». Pour retenir, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir la logique qui est vraiment réelle, mais trouve ta logique à toi, essaye d'apprendre ta leçon avec une logique à toi. Et je pense que avec des outils, peut-être que ça serait plus intéressant là, c'est-à-dire je retrouve des choses que je fais comme ça. Qu'est-ce que vous voudriez comme information supplémentaire ? Posez la question à Stéphanie, à vous. Ben justement, par exemple, c'est facile quand l'enfant il a le langage, c'est facile. Mais par exemple, pour l'étape de multiplication, comme vous l'avez dit, par exemple celle de 7 et 8, pour ma fille, d'ailleurs, aujourd'hui, elle devait les réciter, aujourd'hui même. Et donc, c'est vrai que c'est difficile. Comment on fait ? Voilà. Pour l'étape de multiplication, en fait, c'est effectivement l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Il faut imaginer une histoire avec les chiffres, qu'elle transforme les chiffres en des personnages, qu'elle se raconte une histoire avec, et puis qu'elle mémorise en fait l'image que ça lui donne en fait dans sa tête. Et ça devient un automatisme par la suite. Après, pour ce qui est plutôt en fait des textes, donc ce qui est recommandé, c'est par exemple de lire, comme vous avez dit, donner du sens, même si c'est son propre sens à elle, se poser des questions. Essayer d'y répondre afin que l'information elle soit synthétisée aussi en mémoire à long terme. Après, on ne le dit pas assez souvent, mais il faut qu'il y ait une dimension de motivation, c'est-à-dire si je n'ai pas d'intérêt ou si je n'ai pas de motivation à apprendre ce que je vais apprendre, il y a de fortes chances à ce que je les récupère moins bien. Au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui va de la notion de l'oubli. Donc ça va un petit peu ensemble, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre de côté des informations qui peut-être ne sont pas essentielles pour privilégier en fait celles qui le sont plus. Et puis un dernier point qui me semble important aussi, c'est la qualité du sommeil. Parce que le sommeil aussi nous aide à trier, à synthétiser tout ce qui a été appris dans la journée et surtout à éliminer tout ce qui nous n'est pas utile. Parfait. Alors, on va marquer une courte pause et on revient parce que les parents ont besoin de synthétiser tout ça et de poser leurs questions. À tout de suite, on marque une courte pause et on revient pour continuer notre émission. Allez, nous sommes revenus sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. On continue notre émission d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs sujets, comme pour chaque rendez-vous. Je suis en compagnie de Rita Alami, psychologue, psychothérapeute. Avec vous, Rita, nous avons parlé de ces parents qui sont fatigués, qui sont en souffrance parce que leur enfant souffre d'hyperactivité. Donc c'est physique même pour les parents. Comment déculpabiliser? Nous en avons discuté il y a quelques instants. Tout à l'heure, on va parler de régime sans gluten. Qu'est-ce que ça veut dire manger sans gluten? On en parlera avec vous dans un petit moment. Rabia, on ira faire un petit peu de gymnastique et de sport avec Atman qui va tester pour nous un cours. En fait, il sera sur des espèces de ressorts. On va essayer de voir tout ça en détail dans un petit moment. Et pour l'heure, on est avec vous, Stéphanie Francom. Booster, muscler la mémoire des enfants, c'est ce que nous sommes en train de discuter avec vous. On arrive là aux questions des téléspectateurs. Et nous avons un papa qui nous dit, est-ce que c'est conseillé de donner des compléments alimentaires pour booster la mémoire des enfants? Donc au-delà en fait de donner des compléments alimentaires, ce qui permettrait de booster en fait toutes les capacités cognitives, ça passerait par des choses naturelles comme l'alimentation tout simplement en fait. Une bonne alimentation équilibrée. Une bonne alimentation. Des compléments, donc vous n'êtes une bonne hygiène de vie également, des compléments alimentaires, j'ai envie de dire si c'est encadré et prescrit par le médecin, vous voyez. Même si c'est des compléments, parce que normalement, les compléments sont en vente libre. Oui, mais moi, je considère toujours qu'en fait, l'avis du médecin est assez important, parce que c'est quand même une substance, même si elle est naturelle, qui est introduite dans le corps, en fait. Parfait. Une autre question d'une maman qui nous dit « Mon fils oublie un jour sur deux ses affaires à l'école. Est-ce un signe de problème de mémoire ?» Il y a des petites solutions en fait pour qu'il n'oublie pas ses affaires à l'école. Enfin, moi j'avais le cas d'un petit en fait qui oubliait toujours sa trousse avant d'aller à l'école. Donc les parents ont mis en place une sorte de pictogramme en fait sur sa porte. Donc à chaque fois qu'il sort de sa chambre, il voit le pictogramme, prendre ma trousse et prenez sa trousse. Mais c'est pas signe en fait, c'est peut-être
une difficulté d'attention. C'est peut-être aussi un moyen de dire j'ai pas forcément envie d'aller à l'alcool, donc j'y vais, mais bon, j'oublie un peu mes affaires. C'est pas très problématique. C'est pas vraiment un souci de mémoire très important. C'est pas un souci important, voilà, parce que... Il faut que ça se répète dans le temps, que c'est des conséquences sur la vie de tous les jours. Là, c'est uniquement, en fait, qu'est-ce qu'il oublie, rappelez-moi? Ses affaires à l'école. Toutes les affaires, ouais. Enfin, genre la trousse. De mémoire, Stéphanie? Oui, effectivement, oui. C'est ma mémoire de travail pas bien. Celle-là, c'est à court terme? Oui, à court terme. On vous a pas suffisamment... comme on dit en classe, par exemple, la maîtresse doit suffisamment intéresser ses élèves pour les capter. On ne vous a pas suffisamment intéressé? Aussi énormément, oui. Pas ça. Merci beaucoup Stéphanie Francom, neuropsychologue. C'est un plaisir de vous avoir. On reste ensemble, continuer l'émission. On va faire un peu de sport. Et en fait, c'est un espèce de cours de danse sur des kangous. C'est des espèces de chaussons qui font sauter comme des kangourous. Celui qui saura mieux nous en parler, nous présenter ça, c'est Athmane. On a testé pour vous. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Si je vous dis Australie, animal poche, vous allez me répondre le kangourou. Mais vous allez surtout vous demander quel est le rapport entre une salle de sport et un kangourou. Alors je vous invite tout de suite à le découvrir avec moi en images. Salut Slima. Salut Athmane. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Bienvenue. Alors j'ai vu dans ton compte Instagram que tu proposais des activités de kangou fitness ou de fitness kangou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du Kangoo Jump. Ça a été inventé il y a une dizaine d'années par des spécialistes du sport et des médecins pour la réhabilitation des ligaments du genou post-opératoire. Et ensuite, ça a été décliné en cours collectif pour pouvoir faire bénéficier cette super discipline par un plus large public. Par rapport à une séance de fitness classique, quels sont les bienfaits ou les avantages du Kangoo Jump? Avec une séance de Kangoo Jump, il faut savoir qu'on diminue 80% des impacts au sol. Donc tous les chocs par rapport à nos articulations sont considérablement diminués. Ensuite, ça multiplie nos efforts. Donc par rapport à notre endurance, notre cardio, nos objectifs de perte de poids, ça va beaucoup plus vite. Donc notre métabolisme est beaucoup plus sollicité qu'une séance d'aérobic classique. Donc vraiment, pour les personnes qui veulent perdre du poids, on les invite toutes à venir essayer au moins une fois une séance de kangou. Eh bien écoute, moi tu m'as vendu l'activité. Bah écoute, on y va. Allez, c'est parti, go. Allez. Alors Athmane, tes premières impressions? Alors au début, je pensais pas que j'allais réussir à tenir debout, donc j'étais un petit peu déséquilibré les premières secondes, mais en fait, ça va. Écoute, on tient. Je te propose d'essayer Kangoo Power avec Aziza. Allez. Salut Aziza. Salut. C'est parti. Ça va? Ok. Super Athmane, bravo. Alors, comment t'as trouvé le cours? Écoute, c'était génial. Vraiment, je me suis amusé. J'ai pris un plaisir fou. J'ai le corps qui est contracté de partout. J'ai l'habitude de faire du sport, mais là, vraiment, j'ai senti l'intensité cardio. Et je comprends mieux quand tu parlais de rebond sur l'atténuation au niveau des genoux, au niveau du dos. J'ai mal nulle part. Je suis très bien. Je recommande cette activité à tout le monde. Chers téléspectateurs, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne. Et les filles, merci beaucoup. Athmane, en tout cas, ça se voit que tu as beaucoup apprécié. Vous connaissiez, Mesdames Rita? Vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça vous attire? Oui, ça a l'air génial. Ça a l'air sympa quand même. Ouais, ça a l'air très sympa. On bouge sans se faire mal aux ligaments. C'est clair. Il n'y a pas beaucoup de rebonds. Oui, exactement. Je trouve que l'idée est géniale de ne pas beaucoup solliciter les genoux. Il y a beaucoup surtout pour les femmes qui souffrent justement de gonarthrose de genoux. De genoux, absolument. Ça peut être, oui, ça peut être. En plus, c'est médical, c'est scientifique. Enfin, c'est une méthode développée par des médecins et pour des sportifs. Et ensuite, ça se vulgarise un petit peu pour tout le monde. Stéphanie, vous en pensez quoi? Moi, je trouve qu'ils ont un look assez marrant Oui. avec ces choses aux pieds. Et je me dis, effectivement, ça a l'air plus sympa. On a l'impression que c'est plus facile de faire les mouvements. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une grande sportive, donc je me dirais que peut-être je pourrais tenter la faire. Ça pourrait vous pousser à... Oui, éventuellement. Éventuellement bouger. Ben, super. Merci beaucoup, Athmane. On vous laisse vous reposer
tranquillement prendre une bonne douche et nous, on continue notre émission. On va parler santé et nutrition. Baha Rabia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin nutritionniste. Avec vous, nous allons parler du régime sans gluten. Manger sans gluten, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, on va essayer de comprendre cette différence entre intolérance, allergie au gluten avec une allergologue. On regarde. Le gluten, c'est d'abord un ensemble de protéines qu'on retrouve dans des graines, principalement de céréales, et pas que le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, l'épeautre. Voilà pour la définition. Maintenant, être intolérant, je vais rapidement donner 3 cas de figure. Le premier, c'est la véritable intolérance qui est la maladie cœliaque. Le deuxième, c'est une autre entité qui rentre dans ce qu'on appelle les FODMAP. En fait, ce sont des sucres qu'on n'arrive pas à digérer au niveau intestinal. Et le blé, donc le gluten, fait partie d'une des familles de sucres. Et le troisième volet, ce sont des gens qui ont une hypersensibilité au gluten. Et ce n'est pas une allergie, c'est-à-dire qu'ils vont tolérer une certaine dose de gluten, mais au-delà de cette dose-là, ils vont ressentir les mêmes troubles gastro-intestinaux que quelqu'un qui aura une véritable maladie cœliaque. Nous avons les symptômes classiques de digestif, qui sont les ballonnements, les troubles du transit, les douleurs abdominales, etc. À côté de ça, et c'est ce qui devient le plus fréquent maintenant, on a énormément de symptômes extra-digestifs qui vont aller des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs de dos, en passant par des maladies bulleuses, c'est-à-dire des bulles qui peuvent être développées sur la peau. Pour plaisanter, moi je dis toujours que lorsque je ne sais pas ce que mon patient a, je vais chercher une maladie cœliaque tellement la panoplie de symptômes est très très différenciée. Et à côté de ça, nous avons toujours une fatigue chronique qui accompagne tous ces symptômes. Le rôle du nutritionniste est primordial pour nous parce que c'est lui qui va vraiment assurer le suivi, c'est lui qui va permettre au patient de sélectionner les bons aliments qu'il peut consommer ou non parce qu'il a une connaissance bien plus précise que nous de tous les aliments qui contiennent ou non du gluten. Sa connaissance est bien plus précise et son aide est primordiale. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, Dr Baha Rabia, médecin nutritionniste. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que le gluten, c'est une protéine qui est disponible, qui est présente dans certaines céréales? Est-ce que ce gluten est important pour la santé? Oui, c'est important pour la santé parce que c'est l'absence, au fait, il est important, son existence est importante parce que s'il n'est pas là, on risque d'avoir des déficits qui ne sont pas en rapport directement avec les protéines du gluten parce que le gluten, on peut le remplacer par d'autres choses, mais ce qui accompagne généralement l'intolérance au gluten ou le régime sans gluten, la consommation de ce qui est sans gluten, qui doit être surveillée. D'accord. C'est-à-dire, si on a une alimentation bien équilibrée sans gluten, il n'y a pas de raison qu'on ait une intolérance, qu'on ait une carence. Une carence, absolument. Maintenant, moi, ce que je voudrais surtout revenir sur le fait que le régime sans gluten, il doit être prescrit à quelqu'un qui est intolérant au gluten. Parce qu'il y a aujourd'hui un espèce d'effet de mode de beaucoup de personnes qui éliminent le gluten par elles-mêmes. Voilà. Alors, le risque, c'est quoi? C'est tout d'abord que si jamais c'est une vraie intolérance au gluten, on va passer à côté parce que le diagnostic il est fait et par des analyses recherche d'anticorps, mais aussi par une biopsie intestinale pour voir effectivement si ces villosités qui sont détruites parce que c'est quoi? C'est que nos soldats qui sont d'habitude là pour combattre ce qui est étranger, ils vont combattre nos villosités, nos cellules. Donc du coup, ces villosités qui vont disparaître, on ne va plus les voir à la biopsie. Donc ça va être difficile de poser le diagnostic si on fait un régime sans gluten, sans prescription. Alors, donc, ce que je conseille, moi, généralement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de symptômes extra-digestifs qui sont là maintenant et qui peuvent nous orienter vers l'intolérance au gluten, mais il faut faire le diagnostic et après passer au régime sans gluten. Alors, manger sans gluten, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut enlever de son alimentation? Alors, il faut enlever les 4, le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Donc ça, c'est les 4 qu'il faut retirer. Mais il y a
une panoplie d'autres céréales qu'on peut consommer. Il y a le riz, il y a le maïs, il y a tout ça. Voilà, par exemple. Bon, alors, il y a autre chose sur laquelle je veux insister, c'est le riz sauvage. C'est cette espèce de riz long avec brun. Voilà. Lui aussi, il est interdit. Donc, lui aussi, même si le riz est toléré. Tolérer ce riz-là, on oublie de le dire parce que généralement il n'était pas présent dans notre culture culinaire, mais de plus en plus on les voit, donc il faut penser aussi à ça. Donc ça, c'est les 4, on peut dire les 5 qu'il faut retirer de l'alimentation. En préparant l'émission, je tombe aussi sur les produits allégés, parce qu'apparemment, par exemple pour les yaourts light, il faut donner une onctuosité. Cette onctuosité est donnée par l'amidon. Et l'amidon n'est pas toléré il y a du gluten. Il y a du gluten, la particularité du gluten, c'est qu'il permet justement cette onctuosité. Donc on va le trouver. Il faut bien lire les étiquettes parce qu'il est souvent caché. Il peut être caché dans la charcuterie, il peut être caché dans les yaourts, il peut être caché. Il est même présent dans certains médicaments. Il y a une liste de médicaments qui sont contre-indiqués chez les personnes intolérantes au gluten. Donc, mais c'est marqué comme gluten ou c'est marqué comme autre chose? Si on trouve amidon, oui, voilà. Ça. Alors, si on trouve, c'est pour ça que le fait de donner un régime sans gluten, c'est une vie qui est très difficile. C'est-à-dire sur le plan organisation, même la contamination. On parle de contamination, c'est-à-dire que si je prépare des aliments sans gluten à côté d'aliments avec gluten, il y a contamination. Si j'ai de la farine à côté et que je prépare une salade, par exemple, il y a contamination. Parfois, même l'emballage, il peut être contaminant. Donc, c'est une vie très dure à mener. Et donc, le diagnostic de l'intolérance, il faut qu'il soit posé avant de passer au régime sans gluten. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le fait de consommer sans gluten industriel expose à énormément de problèmes. D'abord, je ne vous suis pas, je n'ai pas compris. Le fait de consommer de l'industriel sans gluten expose à des risques justement de malnutrition. Il expose à des risques sans gluten. Vous n'êtes pas pour? Je suis pour ce qui est préparé de manière artisanale à la maison. Et naturel. Par contre, le fait de consommer des biscuits sans gluten... Et il faut faire très attention. C'est vrai que, par exemple, les biscuits, il faut lire la composition, puisque soit il y aura beaucoup de gras, donc il y a l'exposition aux maladies cardiovasculaires, soit il y a beaucoup de sucre, et donc c'est bien sûr c'est beaucoup de diabète. D'ailleurs, il y a des études qui montre qu'il y a une apparition, c'est-à-dire une prédisposition au diabète et aux maladies cardiovasculaires dans les régimes sans gluten. Mais très probablement, elles sont liées à la consommation de produits sans gluten, mais qui sont industrialisés et qui contiennent des... Ça, c'est un bon message aussi aux personnes qui achètent en supermarché pensant se faire du bien, acheter un chocolat, un biscuit sans gluten, parce que le gluten est devenu est diabolisé en fait, pensant se faire du bien à l'organisme, alors qu'au contraire, on peut être dans un autre déséquilibre. En fait, si on doit manger sans gluten, c'est parce qu'on a véritablement une allergie ou une intolérance. Et on peut remplacer ces céréales facilement par la légumineuse. Il faut que le plat soit équilibré, soit diversifié pour ne pas bien sûr tomber dans la carence, mais tout en restant dans une alimentation qui est complètement, c'est-à-dire naturelle. Rita, vous acquiescez par rapport à ce que disait Baha. Vous avez dans l'entourage quelqu'un qui a un problème Oui, j'ai ma meilleure amie qui est orthophoniste et qui est extrêmement intolérante au gluten. Donc en fait, je vois un peu ce qu'elle mange parce que je ne connaissais pas du tout ce type d'intolérance. Et c'est très, très difficile parce que on voyage beaucoup ensemble et je vois que son alimentation est très restreinte. Mais c'est quelqu'un de rigoureux, donc il faut vraiment, vraiment faire attention à tout ce qu'elle consomme. Et nos restaurants au Maroc ne sont pas encore tous sensibilisés
Il y a plus de pâtisseries. Elle m'a expliqué qu'il y avait 2-3 pâtisseries, en tout cas à Casablanca, qui s'étaient spécialisées dans ce type de pâtisserie sans gluten. Après, les restaurants, je ne sais pas trop. C'est pas facile de sortir manger dehors. Ça ne doit pas être évident. C'est pas Surtout évident. la préparation, parce qu'il faut stériliser l'endroit où on va préparer l'alimentation sans gluten. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la contamination, les mamans qui ont des enfants, je parle toujours des mamans parce que c'est elles qui s'en occupent le plus, c'est comme ça. Alors, quand elles ont un enfant qui est maladie cœliaque, alors elles doivent stériliser l'endroit où elles vont préparer. Il y aura ou alors parfois ils mettent toute la famille sans gluten. Mais de sortir et de manger dans un restaurant, il y a le risque de contamination, donc c'est très. L'enfant naît comme ça ou développe? C'est une maladie auto-immune. Auto-immune, qui est familiale, qui est héréditaire, liée à beaucoup, mais elle est héréditaire, c'est-à-dire elle est. Stéphanie, vous voulez poser une question? Non, c'était un petit peu celle que vous aviez posée. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, détecter une intolérance au gluten tardivement ou c'est détecté très tôt en fait? Tout dépend des symptômes. Si c'est des symptômes comme par exemple les enfants qui font des diarrhées importantes, oui, on va découvrir très tôt. Mais il y a d'autres symptômes extra-digestifs qui font que justement le diagnostic se fait très tard parce qu'on va penser à beaucoup d'autres pathologies, par exemple les migraines, les troubles neurologiques, les arthralgies et tout ça, cutanées. Et là, le diagnostic est plus difficile, donc on ne va pas penser à l'intolérance au gluten. Ceci dit, j'insiste, on ne passe pas un régime sans gluten sans avoir le diagnostic posé clair et net. On fait parler nos téléspectateurs à travers ces questions. Mehdi qui vous dit avant personne ne parlait de gluten et aujourd'hui on n'entend que ça. Est-ce que ce n'est pas finalement un effet de mode? Il y a l'effet de mode, ça c'est clair, mais l'effet de mode, il découle d'un constat qu'on voit de plus en plus de cas intolérants qui ont des symptômes extra-digestifs et qui se font tardivement. Donc finalement, on en parle beaucoup plus. Et puis il y a aussi l'incrimination, on est toujours sur le point d'interrogation. Est-ce qu'effectivement la modification du blé qui a fait que cette modification, c'est-à-dire pour satisfaire le consommateur, est-ce que ces modifications n'ont pas fait que le gluten est devenu plus abondant ou modifié et qui fait cette intolérance? Je ne donne pas là, mais mais c'est des sujets qui sont de recherche actuellement qui sont posés par des scientifiques. Mais puisque le gluten n'est pas présent que dans le blé. Oui, mais on consomme plus de blé aujourd'hui. On consomme dans tout, le blé est présent partout. Et comme je vous ai dit, le gluten est utilisé comme on l'utilise partout. On l'utilise comme amidon dans la charcuterie, on va l'utiliser dans le yaourt, comme vous avez dit tout à l'heure, on va l'utiliser dans le chocolat, on va l'utiliser. Donc, il est présent partout. Absolument. Une autre question, Sofiane qui nous dit, les aliments ont-ils le même goût avec ou sans gluten? C'est pas le même goût parce que c'est pas les mêmes produits, c'est pas du tout la même céréale, mais c'est pas fade. Manger sans gluten ne veut pas dire manger fade du tout. C'est d'autres aliments qui ont un bon goût aussi, qui ont leur goût particulier. Eh bien, merci beaucoup, Baha Rabea. Merci pour toutes ces réponses. J'espère que les choses sont plus claires pour nos téléspectateurs. En tout cas, on a essayé de parler de pas mal de thématiques qui concernent un petit peu les familles, les personnes qui nous font confiance et qui sont avec nous sur Média TV dans On se dit tout chaque samedi, dimanche, à la même heure. Mesdames, je vous remercie énormément. Rita Alami, psychologue, psychothérapeute, Baha Rabea, médecin nutritionniste et Stéphanie Francom, neuropsy. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, un merci aussi à Atman qu'on laisse se reposer après sa petite séance de sport. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne de Tanger à Casa en passant par Rabat. Je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.